Méta de choc, méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense? Story 1. Histoire de virus. Acte 4. Bientôt la fin. Et après? Dans ce nouveau volet de 20 minutes, nous retrouvons les auditeurs et auditrices qui, il y a un mois, dans l'acte 2, nous faisaient part de leurs pensées sur leurs pensées. À la 7e et 8e semaine de confinement, où en sont-ils? Anne-Laure Buffet, thérapeute, entrevoit des questionnements et des envies nouvelles dans la perspective d'un retour à une vie qui ne sera de toute façon pas la même. Marc nous revient pour partager ses frustrations existentielles et ses réflexions sur un confinement qui pose beaucoup de questions auxquelles il doit accepter de ne pas avoir de réponse. Léa, elle, a trouvé une sorte d'équilibre pour ne pas trop souffrir de sa cohabitation avec une personne atteinte de maladie psychique. Elle en vient à appréhender l'arrivée prochaine du déconfinement. Et puis Jérôme, aide-soignant à domicile, a un sentiment de colère et de dégoût face aux doubles injonctions et à ce qu'il perçoit comme un ignoble consentement à l'autocensure. Je m'appelle Anne-Laure Buffet, je suis thérapeute, j'ai 49 ans. Je suis à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine et nous en sommes à 48 jours ou 49 jours de confinement. J'ai eu hier mon premier jour d'énorme fatigue avec le sentiment de pas trop savoir où nous allions et je pense que c'est cette incertitude aussi qui me perturbe un petit peu. Dans 10 jours, on est censé être déconfiné, de me demander comment ça va se passer, d'avoir quelques interrogations et peut-être aussi quelques peurs quand je vois cette espèce d'impatience qu'il y a qu'était le déconfinement et le moment où chacun pourra reprendre une vie qui ne peut pas être ce que l'on appelle entre guillemets une vie normale ou la vie d'avant également entre guillemets. Je crois qu'il faut qu'on arrive tous à accepter qu'il y a bien sûr beaucoup de choses que nous avons connues, que nous allons retrouver et revivre d'une certaine manière comme nous les vivions avant le confinement. Et puis il y en a aussi beaucoup qui doivent évoluer, qui doivent se transformer, ou qu'on ne retrouvera pas tout de suite, ou à un rythme différent. Et hier matin, je suis sortie pour faire quelques courses et de voir autant de monde dans la rue, marcher presque de manière anodine, comme si on n'était absolument pas confiné, ça m'a un petit peu surprise et un peu inquiétée. Donc je pense que ma lassitude d'hier est liée à ça. Professionnellement, ce que j'ai observé, c'est que depuis presque 3 semaines, il y a beaucoup de nouvelles questions qui ont surgi, liées principalement à la peur, à l'incertitude. Je crois qu'il y a encore beaucoup de personnes, au-delà de la peur, qui sont dans des formes d'angoisse. Et je l'ai dit très souvent, de vive voix, à chaque fois que je pouvais, donc je le répète, aucune angoisse ne doit être tue. On doit à chaque fois tenter de la partager, que ce soit avec un proche ou quelqu'un de moins proche, un professionnel. Enfin bon. Mais en tout cas, l'angoisse doit être nommée pour être affrontée. Et si certaines angoisses restent trop présentes, il faut s'autoriser à en parler sans honte, sans culpabiliser. Et puis aussi, ce que j'ai observé, c'est beaucoup d'envies nouvelles, des questionnements sur la possibilité de transformer ces envies en réalité. Alors moi, j'ai beaucoup encouragé toutes les personnes qui étaient dans ce schéma-là, d'une part à les noter pour ne pas les laisser s'échapper, et puis d'essayer de voir comment ces envies pouvaient se rapprocher au plus de leur réalité, c'est-à-dire que bien sûr, on ne va pas transformer d'un claquement de doigts nos vies et faire que le 12 mai au matin, nous aurons réalisé tous nos projets ou tous nos rêves, mais comment peut-être les mettre en place dans les mois qui viennent. Beaucoup de citadins, par exemple, voudraient quitter la ville, aller vivre à la campagne, etc. Est-ce qu'avant de se précipiter à la campagne, il n'y aurait pas d'abord une manière d'aménager sa vie en ville, une manière de profiter du temps autrement ? Et d'ailleurs, à propos du temps, j'ai également constaté que beaucoup de personnes souhaitent le percevoir autrement. Ce qui m'a frappé, c'est toutes ces personnes qui, en principe, sont un peu vissées sur leur téléphone à très vite envoyer un SMS, très vite mettre une information sur Facebook, sur Instagram, etc. Se dire on est peut-être un peu moins pressé, on va observer ce qui se passe, observer la journée, ne pas se laisser envahir, ne pas laisser nos idées être interrompues par quelqu'un d'autre, mais justement les laisser se créer, se nourrir d'elles-mêmes.
Je crois que beaucoup de personnes sont revenues à ce besoin de s'écouter, de faire réellement attention à elles, pas ce faites attention à vous que l'on peut se glisser comme ça, ou le prendre soin de soi que l'on peut lire rapidement dans certains magazines et avec quelques conseils un peu clés en main et un peu rapides. Mais vraiment, ce que veut dire prendre soin de soi, c'est limiter le bruit, limiter l'urgence, limiter la rapidité, être conscient du besoin en interaction sociale que nous avons, mais ne pas se soumettre à ces interactions sociales. Voilà, je souhaite que le déconfinement se passe bien pour tout le monde, mais pas dans l'immédiateté, pas dans l'urgence, avec aussi le respect que nous nous devons à chacun. Nous sommes à la 7e semaine de confinement, je suis soignant en Bretagne et de mon côté je suis confiné dans une moindre mesure puisque je vais travailler dans mon hôpital quasi tous les jours. Ceci dit, je suis confiné d'une manière assez particulière puisque je suis divorcé, j'ai 2 enfants et donc j'ai il y a quelques années voulu refaire ma vie avec une personne avec qui j'ai acheté une maison il y a 3 ans et j'ai eu pas mal de croyances que j'ai partagées avec elle, jusqu'à ce que je retourne ma veste, en quelque sorte. Ça devenait inconciliable. Nous nous sommes séparés il y a plus d'1 an, et je vis donc ce confinement avec cette personne. Donc nous essayons de cohabiter au mieux, et la raison de cette cohabitation, elle est très concrète, puisqu'elle est financière. Je pensais vraiment que la situation allait rapidement se décanter, et puis badaboum, il y a eu ce confinement. Et là, dans ma petite tête, ça a été « et merde ». Bah voilà, et merde. Et déjà qu'1 an et demi, c'est long. J'avais vraiment envie d'hurler dans le jardin, en gueulant des insanités au système, puis au cosmos, puis à Dieu. Et puis, je me suis rétracté dardard parce que je me suis dit « mais t'es con ou quoi ? T'es con, t'es plus croyant ». Bah oui, et je fais quoi alors avec tout ça, moi ? Je la trouve où, ma solution ? Bah oui, parce que quand t'es croyant, t'as toujours une solution. Ou t'as en tout cas toujours un moyen de trouver un sens à ce que tu vis. Et puis il y a eu ce petit détail, j'ai perdu mon ancienne tondeuse pour me couper les cheveux. Et je les voyais pousser à tue-tête. Et il y a eu une réflexion d'une des secrétaires hier au boulot, avec humour, je précise. Elle m'a demandé « T'as une tondeuse à la maison ?» Alors je lui dis « Pourquoi ?» C'est tes cheveux, ils sont sur tes oreilles. Et ça... En fait, ça a été la petite goutte. En plus du confinement, il y a cette cohabitation forcée, et en plus, on me dit, t'es moche. Avec tes cheveux, t'es moche. Et là, d'un coup, quand j'y pense, il y a un truc qui s'est surajouté. C'est tout ce catastrophisme qui tourne autour de la mort. Le virus qui tue, les gens qui meurent... Aujourd'hui, il y a 400 et quelques morts. Aujourd'hui, il y a 500 et quelques malades. Il y a la mort de l'économie. Il y a la mort de l'Europe, la mort d'un système. Enfin, fait chier, quoi. Où est-ce que je vais la trouver, ma solution ? À tel point que je me demandais, mais il y aura ma mort à moi ou quoi ? Qui en parle de cette mort-là, de la mienne ? Et puis de ce que je vis ? Parce que, en fait, sans m'en apercevoir, j'ai infiltré cette notion de mort à force de regarder ces médias dans ma propre histoire, en fait. Mes longues croyances passées qui se sont effondrées, ça aussi, ce sont des petites morts. C'est pas simple. Mon divorce, ça aussi, c'est une petite mort. Mes enfants qui rejoignent leur mère, ça aussi, c'est une petite mort. Ma séparation récente en voulant refaire ma vie, ça aussi, c'est une petite mort. Ma vie, c'est quoi ce truc ? Et là, j'ai vraiment réalisé, écoute... calmos, quoi. Calme-toi, mon petit coco. Tu vas peut-être arrêter là, tout simplement parce que, c'est aussi ça la croyance, en fait, quand j'y pense. C'est se laisser embarquer par une vague, mais une vague qui n'est pas la mienne. Il y a des situations dans la vie qui sont ce qu'elles sont. Elles sont pas simples. On a chacun notre part. C'est nos vagues. Là, en tout cas, ce sont mes vagues à moi. Et ce sont celles-là qui sont importantes. Il y a ma cohabitation, il y a mon confinement, mes cheveux longs, après tout, pourquoi pas. Et il y a de l'autre côté tout ce catastrophisme qui est bien médiatisé, à tout va.
Et c'est vachement facile en fait de faire un mélange de tout ça, d'associer ce qui m'appartient, hein, tout ce qui ne m'appartient pas, tout c'est extérieur à ma propre vie. Et c'est là que c'est facile d'inventer un scénario quand vous mélangez tout. En fait, on peut se dire que tout va s'écrouler, mais non en fait. Ou alors, je sais pas, on devient le Calimero de service. En fait, j'ai l'impression de commencer une autre vie, en tout cas d'être en stand-by, d'être en transition. Une transition peut-être qui dure, 1 an et demi, c'est long, mais c'est une transition, c'est ma transition. Et puis j'ai envie de finir par une petite histoire. C'est l'histoire d'un fermier et d'un voisin. Le cheval du fermier s'échappe. Pas de chance, dit le voisin. Peut-être, dit le fermier. Ce cheval, après quelques jours, revient, et il revient accompagné d'une jument. Génial, dit le voisin. Peut-être, dit le fermier. Le fils du fermier va faire une balade avec la nouvelle jument. Il tombe et il se casse une jambe. Pas de chance, dit le voisin. Peut-être, dit le fermier. La guerre éclate et l'armée réquisitionne tous les jeunes hommes, excepté le fils du fermier, vu sa jambe. Génial, dit le voisin. Peut-être, dit le fermier. Et voilà, l'histoire continue comme ça. La morale de cette histoire, tout simplement, on ne connaît pas les conséquences de ses choix. Léa, Paris, le 7 mai, quelques jours avant le déconfinement hypothétique qui va couper la France en deux. Vous entendez certainement les oiseaux derrière moi. J'ai dû quitter mon appartement pour essayer d'être au plus juste de ce que je ressens. C'est une chose assez difficile, particulièrement quand on vit avec une personne qui a des défaillances psychiques. Personnellement, pendant tout ce confinement, je me suis cloisonnée dans le travail pour ne pas souffrir plus que ça des états anxieux ou anxiogènes. Voilà. Donc aujourd'hui, la difficulté, c'est de ne pas craindre le retour à une sorte de normalité. Même les conversations anodines me font presque peur aujourd'hui en me disant est-ce que j'en suis encore capable avec des arguments rationnels et un ensemble d'émotions partagées communes sans stress. Honnêtement, je ne sais pas. Puis on pourrait se demander ce qu'est la norme après cette logique de confinement avec des mots-clés dans les médias de distance sociale, de distance physique, de distanciation. J'appréhende beaucoup ce retour, surtout que, en tout cas en ce qui concerne Paris, tout ne sera pas réouvert. Il n'y aura pas de lieu commun, il n'y aura pas de café, pas de restaurant. Juste quelques kilomètres de balade supplémentaires possibles, sans papier, sans cette autorisation qui me rappelle de très mauvais souvenirs. Et pareil pour cette carte de France qui me rappelle de très mauvais souvenirs quand historiquement elle a été coupée en deux. Voilà, c'est un sentiment d'étrangeté, une émotion un peu étrange, une sorte de fausse paisibilité. Est-ce que le retour à la normale va être possible ou n'y a-t-il pas une violence radicale à cette norme? J'avoue que je ne sais pas trop. Peut-être que j'appréhende un peu trop ce retour à une normalité, dont les bruits commencent à arriver à Paris très fortement. Beaucoup plus de voitures, plus de monde. Et pourtant, la bizarrerie, c'est que le virus n'a pas disparu. J'avoue que la situation étant compliquée, extérieure à soi et celle intérieure à soi, ne facilite pas la réduction des dissonances possibles, des dissonances cognitives qui peuvent apparaître. Je ne saurais pas trop quoi dire, si ce n'est qu'il est très agréable de retrouver une sorte de mélodie naturelle.
Je m'appelle Jérôme, j'ai 45 ans, je vis et je travaille en Occitanie en tant qu'aide-soignant à domicile. J'aide des personnes âgées à effectuer les gestes du quotidien. Nous sommes à J54. Je pense que l'angoisse, l'anxiété, la tension ont baissé, que ce soit chez moi, chez mes collègues, chez ma hiérarchie, dans la mesure où personne n'est touché par le Covid-19. Cependant, j'éprouve toujours un sentiment que je dirais maintenant d'ambivalent. C'est-à-dire que le fait d'être physiquement masqué de 7h30 à midi le matin et de 16h30 à 19h, 19h30 l'après-midi, sans pouvoir ôter ce masque, le fait d'être doté d'une visière depuis mi-avril dernier me semble démontrer que plus que jamais, il y a des frontières entre la parole et les actes. D'un côté, j'entends que je suis équipé comme il se doit pour travailler en toute sécurité. J'entends que je travaille au sein d'une équipe qui est soudée, qui est dévouée, qui est professionnelle, qu'une prime peut-être certainement même nous sera donnée en juin prochain. D'un autre côté, j'entends de ma hiérarchie qu'il faut que je rationne ma consommation de gants de soins, les gants de vinyle ou de latex utilisés pour les soins et aussi utilisés pour la désinfection des surfaces. J'entends que mes collègues n'utilisent pas la visière, qui serait jugée trop contraignante, qui serait jugée inutile. Et j'entends d'une collègue remplaçante, ça c'était la semaine dernière, mais qu'elle ignorait l'heure d'embauche, en fait. Parce que mes collègues, maintenant, la majorité de mon équipe, depuis le début du confinement, embauchent un quart d'heure avant l'heure. Donc fallu que moi, je lui explique que nous embauchons exactement à telle heure. Voilà. Et pas un quart d'heure ou une demi-heure avant cette heure-là. Ces sons de cloche que j'entends entretiennent mon malaise. Ce malaise qui est lié à ce que je dirais être un ignoble consentement à l'autocensure par rapport au manque criant de moyens et de sécurité. Ce manque qui est majoré depuis le début du confinement. Je dirais que ça entretient mon sentiment de colère et de dégoût, parce que cette situation exceptionnelle ne semble que renforcer par atavisme les mauvaises habitudes, l'inertie, les tabous dont il ne faut ne serait-ce qu'évoquer de loin l'existence. Toujours la double injonction, toujours cette infantilisation, ce déni et cette culpabilisation. Au sujet des dégradations des conditions de travail, s'ajoute celle du fait de devoir peut-être renoncer à l'utilisation des transports en commun à partir de la semaine prochaine, à partir du déconfinement. Parce que pour fuir la promiscuité à venir, puisque déjà pendant le confinement, je trouve que les transports en commun sont remplis déjà au maximum, peut-être il faudra que je prenne la décision de doubler mon temps de déplacement en effectuant mes déplacements désormais à pied, ce qui doublera ma fatigue et ce qui augmentera le temps de travail qui est déjà ignoré par ma hiérarchie, ce temps de travail qui est effectué bénévolement, en fait, sans être rétribué. Pour finir, je dirais que je me sens le dindon de la farce, parce que je souhaiterais me convaincre que l'angoisse, l'anxiété et la tension ont baissé, chez moi, chez mes collègues et parmi ma hiérarchie, au motif que le virus ne nous a pas touchés. Et je crois reconnaître que c'est très tentant de se dire que tout va bien, se dire que c'est pire ailleurs, se dire que ça ira mieux demain. C'est très tentant, je dirais, de se voiler la face. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'à situation exceptionnelle, il n'y a aucune conséquence exceptionnelle sur nos modes de pensée. Cette situation exceptionnelle, j'ai l'impression qu'elle nous conforte à effectuer avec peut-être encore plus de zèle nos actes quotidiens. Enfin, pour aller au-delà du sentiment de malaise, du sentiment de colère, du sentiment de dégoût que j'ai tendance à ressasser, je voudrais conclure sur le fait que mon moteur, c'est d'abord la reconnaissance des personnes que j'essaye de soigner au mieux, que je dirais humblement de soigner le moins mal possible.
L'aventure se poursuit dès mercredi à 18h avec le 3e et dernier volet de cet acte 4. Nous y retrouverons notamment Caroline, étudiante exilée à Tarascon chez ses parents, avec qui la cohabitation est loin d'être simple. Une fois encore, un grand merci à tous ceux qui, cette semaine encore, ont fait un don ponctuel ou mensuel pour que Méta de Choc vive. Si vous aussi vous souhaitez apporter votre soutien, suivez le lien en description vers la plateforme participative Tipeee. On se retrouve donc dans 2 jours. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.